Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le potager au mois de juin. J'ai un peu tardé à terminer cette vidéo parce que ça a été un mois un peu compliqué, parce que le 20 juin nous avons subi une tempête de grêle qui a complètement saccagé non seulement le potager, la serre, mais également notre maison. On a eu énormément de dégâts extérieurs sur la toiture, la terrasse, le bardage, les gouttières, etc. Et nous avons perdu également durant cette tempête notre chien. Donc je vous avoue que là j'avais pas vraiment le moral pour terminer cette vidéo. Ça a été un peu difficile, sachant que j'avais fini le montage juste avant que l'incident arrive. Du coup je vais quand même vous montrer jusqu'au 20 juin le potager tel qu'il était. Puis je vais vous montrer quelques photos et vidéos de la tempête. Et je vais vous montrer les dégâts que ça a causé. Et puis le mois prochain, on se retrouvera pour faire un point sur ce que j'ai pu sauver, ce que j'ai replanté, etc. Vous pouvez voir les impacts. Ça a traversé la serre à plusieurs endroits. La bâche est complètement foutue. J'ai des pieds de tomates que j'ai retrouvés carrément coupés en deux, des trucs qui faisaient plus de 2 cm de diamètre, arrachés, coupés en deux. Donc j'ai sauvé tout ce que j'ai pu. Puis voilà, on verra le mois prochain ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour commencer, voici une vue d'ensemble du potager. J'ai aménagé quelques structures pour y faire courir les concombres et les pois mange-tout. Sur cette première parcelle, il y a de la pomme de terre vitelotte qui a repoussé de l'année dernière. Ici, c'est un concombre africain appelé kiwano ou mélano. À côté, on retrouve une courge. Juste à côté, c'est un autre kiwano. J'en avais mis 3. Il y en a un qui a séché. Je ne sais pour quelle raison. Ici, j'avais de très beaux pieds de vitelotte qui commencent un petit peu à faner. Je ne sais pas si c'est à cause des fortes températures. Je vais arracher un pied pour voir ce que ça donne. La vitelotte, c'est une variété qui fait de petits tubercules. Mais bon, là, c'est quand même très petit. Le mieux, c'est d'attendre que les feuilles fanent pour récolter les pommes de terre. Ici, c'est un chou rave et juste à côté, c'est un pied de courge. Ensuite, on retrouve les pommes de terre vitelotte qui sont en fleurs. Tout ça, ça a repoussé tout seul en fait. C'est issu des plantations faites l'année dernière. Ici, c'est un noya, un petit réservoir d'eau. On reviendra dessus par la suite. Ici, encore une courge. Là, on est sur une autre parcelle où c'est qu'il y a de la menthe sauvage qui pousse spontanément. Ça a l'air d'être assez humide. Et ici, il y avait des magnifiques pieds de pommes de terre qui avaient repoussé de l'année dernière. Sauf qu'ils se sont fait attaquer par les dorifores, donc il ne reste pas grand-chose. On retrouve également quelques oignons et un pied de courgette. Sur cette même parcelle, j'ai mis 3 pieds de patates douces. La patate douce se marie très bien avec les pommes de terre. Donc elles ont l'air de s'y plaire pour l'instant ici. Sur la troisième parcelle, on retrouve encore des pommes de terre qui ont repoussé de l'année dernière. Quelques pieds de tomates. Ça, c'est les pieds de patates. Et là, j'ai mis des fleurs, mais bon, elles ont tendance à se faire grignoter. Ça, c'était une courge qui s'est faite manger complètement par les limaces. Ici, c'est la quatrième parcelle, donc j'ai mis un grillage et j'avais mis des pois mange-tout en mois de février-mars. Et en fait, ils ont énormément donné. Et là, je suis sur la fin. Donc, j'ai commencé à les remplacer par des concombres. J'ai mis 2 variétés, des concombres arméniens et des concombres empereur Alexandre. Il y a encore quelques pieds de pois qui donnent des fleurs, donc je les laisse. Petit à petit, je viendrai retirer les pieds qui sont morts et le concombre viendra envahir le grillage. Ces pois mange-tout, c'est une tuerie. La variété, c'est Oregon hyper tendril. Il y a des reflets un peu violets sur l'écosse et les fleurs sont violettes, bleues, magnifiques. De l'autre côté du grillage, j'avais mis des fèves, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elles ont bien donné et là, j'ai tout arraché
Petit à petit, je fais de la place pour de nouvelles cultures. Ici, j'ai de la salade qui est montée, de la blette, de la laitue, encore de la blette, toujours de la blette et une dernière salade qui n'est pas encore montée. Sur la 5e parcelle, j'y ai mis quelques pieds de tomates, de la capucine, encore de la tomate. Là, on passe sur la 6e parcelle. J'y ai mis des tomates, des courges ou courgettes. Celle-là, elle a la tige abîmée. Je ne sais pas si elle va résister longtemps. Ne m'en voulez pas, mais j'avais tellement mis de variétés de courges et de courgettes au potager que j'ai fini par me mélanger les pinceaux. Donc là, j'ai alterné tomates et courges. Sur la parcelle numéro 7, on y retrouve des pommes de terre rouges avec du maïs et des topinambours qu'on ne voit pas, ils sont sous la paille. La 8, c'est un carré potager. Donc ici, j'ai de la salade qui est montée. Donc ça sert à rien. Pour la consommer maintenant, il faudrait la faire en soupe. Donc je l'arrache et je la donnerai aux poules. Ici, j'avais mis des radis et j'en ai laissé un monter en graines pour pouvoir récolter les semences. Donc c'était un radis chandelle glace, il est devenu énorme. Et il m'a fait des fleurs, puis des espèces de petites cosses qui renferment les graines. Et ça, c'est très bon en salade. J'aime bien les prendre et les manger crus comme ça, super bon. C'est un petit peu le goût de radis, mais doux. Ensuite, on retrouve quelques parcelles avec uniquement des tomates. Et ici, je vais vous montrer la catastrophe qui m'est arrivée. C'était une parcelle où c'est que j'avais tenté de faire une butte. Vous savez, les buttes où c'est que il faut mettre le bois au fond et ensuite on alterne les couches azotées puis carbonées. Et puis ça donne des cultures hyper productives. Eh bien, ça a fait un nid très douillet pour les rongeurs qui sont venus se loger dans cette butte et qui m'ont mangé les racines de tout ce que j'y avais planté. Ici, je retire un artichaut qui ne se plaît pas du tout à cet endroit-là. Je ne sais pas s'il s'est fait grignoter les racines ou quoi, mais il ne s'est pas développé depuis que je l'ai planté il y a plusieurs mois de cela. Au centre, ce sont les fleurs mellifères qui se sont bien développées. Et maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour dans la serre. Je vais vous montrer à quel point c'était beau avant cette tempête. Alors, gourmand pour ou contre, on les enlève pas, je suis toujours mitigée sur cette question. Comme j'ai une toute petite serre, j'ai voulu essayer de retirer le plus de gourmands possible et les faire courir sur une seule tige. Mais au final, je ne suis pas trop satisfaite du résultat puisque les pieds sont très hauts, très élancés, peu garnis. De plus, j'ai obtenu une très mauvaise cicatrisation des plus gros gourmands que j'ai taillés. Et si vous avez regardé ma vidéo sur le tutorage des tomates sous serre, vous avez certainement vu que j'ai essayé de protéger les entailles avec du miel, ce qui a partiellement fonctionné pour les petites plaies, mais pas du tout pour les plus grosses. Entre les pieds de tomates, j'ai mis du souci, des œillets d'Inde, des laitues à couper, des pieds de concombre. J'ai aussi mis des courges, du basilic, du persil. Là, il me reste encore quelques pieds de tomates que je n'ai toujours pas plantés. Ici, dans l'allée centrale, j'ai mis quelques pieds de tomates, des poivrons, des courges baby boo. C'est une courge rampante qui fait des espèces de toutes petites citrouilles blanches. Ensuite, j'ai alterné poivrons, aubergines, encore un pied de courge, des fleurs, encore des aubergines et des poivrons. Et ici, c'est du basilic. Et tout autour, il y a des concombres que j'ai fait ramper sur un espèce de treillis. Et là, les concombres, en fait, qui se mettent à ramper sur le sol, je les attache avec un espèce de petit clip autour d'une ficelle. Un côté qui permet de pincer la ficelle et l'autre côté qui entoure la plante. Là, ce sont des fleurs de tomates appelées têtes de chat. Donc souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils les éliminent. Personnellement, je les garde, ça ne me dérange pas d'avoir des fruits difformes. Pour augmenter la pollinisation dans la serre, je secoue légèrement les fleurs
avec mon doigt pour faire tomber le pollen dans le pistil de la fleur. Parce qu'il faut savoir que dans les tomates, les organes mâles et femelles se trouvent à l'intérieur de la même fleur. Il n'y a pas de pollinisation croisée avec d'autres fleurs. Donc ce que vient faire l'abeille quand elle vient butiner une fleur de tomate, c'est juste secouer le pollen pour qu'il tombe dans le pistil de la fleur pour la féconder. On commence à voir apparaître les premières tomates. Elles sont encore vertes, mais elles sont là. À partir du moment où elles sont vertes, elles mettent environ 3 semaines à mûrir. On commence à avoir aussi des fleurs qui apparaissent sur les aubergines. Ça, ce sont les aubergines de Toulouse. Elles font de jolies fleurs violettes. De même pour les poivrons, on commence à avoir les premières fleurs. Maintenant que tout ce beau monde commence à prendre de la hauteur dans la serre, je suis venue accrocher du fil Deltane. C'est un espèce de fil de fer avec un revêtement en plastique qui permet de tendre la bâche, mais aussi de venir y accrocher de la ficelle pour tutorer les plants de tomates. Donc là, vous voyez que j'ai entouré la corde sans trop serrer. J'ai laissé un petit peu de marge pour pas que ça serre quand le plant va s'élargir. Voilà, ensuite je tends la ficelle, je l'accroche à la structure métallique, puis il n'y a plus qu'à enrouler les pieds tout autour de la ficelle. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il existe ce type de clip en plastique qui permet d'accrocher les tiges sur la ficelle. Petit focus sur les gourmands. Donc voilà ce que j'ai fait au tout début du mois de juin, quand j'ai vu que ça commençait à partir dans tous les sens. J'ai commencé à prendre mon sécateur et à tailler les gourmands, on va dire, qui gênaient au sol, comme celui-ci. Voilà, il était bien gros, il était bien développé. J'ai décidé de le tailler pour faire courir le pied de tomate sur une seule tige. Et j'ai supprimé les plus petits gourmands juste en les pinçant avec 2 doigts. Et après, j'ai appliqué du miel à certains endroits pour badigeonner les plaies les plus grosses. Et voilà ce que j'ai eu comme résultat en fait. Des traces noires comme de la pourriture. Ça ressemble pas à du mildiou. À tous les endroits où j'avais coupé les gourmands. Pas partout, hein, mais quelques endroits. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai carrément essayé de mettre de la bouillie bordelaise. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était le mildiou. De façon localisée, vraiment juste sur les plaies, hein, pas du tout sur les tiges ni les feuilles. Et ça a été une catastrophe en fait. Et là, même où j'ai pincé les gourmands, les plus petits, eh bien, ils ont repoussé. Comme ici, on voit bien que ça a été coupé à cet endroit-là, mais ça a repoussé juste à côté. Et il y a plein d'endroits comme ça. Donc en fait, les gourmands, ils repoussent de toute façon. J'ai eu aussi de belles plaies qui se sont proprement refermées, comme ici. Mais globalement, ça a été un fiasco. Donc cette expérience-là, je ne vais pas la reproduire. Désormais, je laisserai pousser les gourmands sur les tomates. Ces gourmands, je les conserve pour en faire des boutures. Les tomates ont la particularité de raciner très très vite, très facilement. Donc il suffit de me plonger ces gourmands dans de l'eau et une semaine plus tard, on a des racines qui poussent et après il n'y a plus qu'à les remettre en terre pour avoir de nouveaux plants. Il y a quelqu'un qui m'a marqué en commentaire qu'on pouvait directement les planter dans la terre, pourquoi pas. La récolte. En termes de récolte, ce mois-ci, nous avons eu des fèves. Il y a également eu des pois. Il y a eu des carottes, des belles carottes jaunes, des fraises que j'avais fait en barquette, de la betterave Chioggia. Ça nous a fait quelques beaux paniers de légumes. L'avantage de cette betterave, c'est qu'elle est très belle, esthétiquement elle est magnifique. Et en plus de ça, elle est très bonne et on peut la faire crue en salade, en fines tranches. On s'est régalé avec les pois, carottes et fèves, petites poêlées comme ça. On a ramassé les laitues, mais aussi l'ail.
Là, une fois ramassé, je le fais sécher quelques jours dans la serre, sur le sol. Et puis, je le tresse pour pouvoir le conserver plus longtemps. Les nouvelles cultures. Au mois de juin, on est toujours à temps de créer de nouvelles parcelles si besoin. Ici, il s'avère qu'il me restait quelques patates qui avaient germé. Ici, on a de très longs germes. C'est pas les meilleurs, mais on peut quand même mettre les pommes de terre comme ça. Ici, ce sont des germes un peu plus trapus, c'est pas mal. Et là aussi, ce genre de germes-là, c'est parfait. Et alors là, j'ai carrément des germes qui se sont décrochés de la pomme de terre et qui ont des racines. Je les plante aussi, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Donc la culture de la pomme de terre, il n'y a rien de plus simple. Je débâche. Si j'ai de la pelouse, jeton à ras. Je pose les pommes de terre directement sur le sol. Je recouvre d'une petite poignée de terreau. Et encore, c'est pas forcément nécessaire. Je recouvre de tonte, de paille ou de foin, de ce que j'ai sous la main comme matière végétale. Et voilà, terminé, ni plus ni moins. Au milieu, je suis venue mettre un pied d'hélianthus. L'hélianthus, c'est une sorte de topinambour, mais avec un goût plus raffiné. C'est le moment également de planter vos derniers pieds de tomates, de courges, courgettes, tout ce qui vous reste dans les pots. Voilà, je crée une parcelle où c'est que je mets plein de compost et je mets mes derniers plants là-dedans. Je mélange tout. Et nous voilà une semaine plus tard avec de magnifiques pieds de courges et de tomates. J'arrache également tout ce qui ne produit plus. Donc là, en l'occurrence, les pieds de fèves que je viens arracher, puis je dépose sur place. C'est très riche en azote, ça va enrichir le sol, de façon à laisser place à de nouvelles cultures. Et donc ici, en l'occurrence, je vais planter des haricots tarbés. C'est un haricot que je connais bien, puisqu'il est originaire de ma région, et plus précisément de ma ville natale. Donc il s'apprête très bien au climat du sud-ouest de la France, et à la terre argileuse d'ici. C'est un haricot blanc très apprécié dans la cuisine bigourdane et occitane, mais aussi béarnaise. Il accompagne les garbures. La garbure, c'est un peu le plat traditionnel d'ici. C'est une sorte de soupe aux choux dans laquelle on vient y mettre des carottes, des pommes de terre, etc. Ces fameux haricots tarbés qui sont mijotés avec le confit de canard ou d'oie. Autant vous dire que c'est une tuerie, même si je ne mange plus de viande depuis au moins 6 ans maintenant. Je les sème par poquets de 3, le long du grillage espacé de 10-15 cm. Il n'est pas trop tard non plus pour planter quelques bulbes d'oignons. Donc là, je me suis procuré une barquette de bulbes en jardinerie et je vais venir les prélever un par un et les mettre en terre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de régions qui ont été touchées par la canicule. Ici, pendant une dizaine de jours, je pense qu'il y a eu de très très fortes chaleurs avec des pics à 40 degrés. Et j'ai vu sur les réseaux que beaucoup de personnes avaient perdu leur culture à cause de ces fortes chaleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai paillé abondamment mes cultures avec une bonne épaisseur de tonte et de foin, ce qui m'a permis de limiter l'évaporation de l'eau contenue dans le sol. Il faut savoir qu'un sol non paillé, c'est 70 à 90% d'eau qui s'évapore. Une autre technique, c'est d'avoir des petits stocks d'eau comme ça, des petits réservoirs d'eau. Donc c'est des pots en argile, ça s'appelle un noya, et on va le remplir d'eau. Et en fait, la porosité de la terre cuite va faire que ça va distribuer l'eau au niveau des racines, très lentement. Et donc ça peut diffuser de l'eau sur plusieurs jours. Et c'est très économique. De même dans la serre, je viens poser sur toutes les bandes un petit peu de foin séché au pied des plants. Ça va maintenir l'humidité au sol, ça va rafraîchir le sol et limiter l'évaporation. On peut mettre jusque 20 cm d'épaisseur sans problème.
Et en dessous de cette paille, quand je regarde l'état de mon sol, eh ben, je constate que c'est humide, c'est pas sec. Alors que là, ça fait 3 jours qu'il fait 40 degrés et j'ai pas arrosé. Et encore, je parle de 40 degrés à l'extérieur. Dans la serre, je n'ai même pas idée. Il vaut mieux arroser très tôt le matin ou tard le soir, lorsque la chaleur s'est dissipée. Si on peut ombrager les cultures, c'est le mieux. Mais si c'est pas possible, comme c'est le cas chez moi, eh bien, ce que je fais, c'est que je laisse pousser de hautes herbes pour ombrager légèrement mes plants. En plus de ça, ça permet d'attirer les insectes auxiliaires. Justement, je vais vous montrer un petit peu tous les insectes que j'ai pu observer ce mois-ci dans le potager. On a vu juste avant une chenille macaon, ça fait un papillon magnifique. Ici, c'est dans la serre, c'est un staphylin, un insecte détritivore. Ici, c'est une volucelle bourdon. Il fait partie de la famille des cirphes. C'est un très bon pollinisateur et il ne possède pas de dard, parce que ce n'est pas un bourdon ni une abeille. Ici, on est face à une abeille bleue solitaire. C'est la plus grosse abeille d'Europe. On l'appelle aussi Xylocope violet. Elle est magnifique. Elle est venue tous les soirs pendant plusieurs jours d'affilée, quand il faisait chaud, butiner dans ce parterre de fleurs de Facélie. Ici, nous sommes face à un spécimen étrange qui ressemble à une punaise et qui se nomme Carpocoris purpurepennis. Et maintenant, regardez bien le paysage et essayez de trouver un insecte caché. Bon allez, je vous aide un peu. Il fallait l'avoir, cette belle sauterelle verte. Là, ce sont des petits coléoptères rouges, je ne connais pas leur nom. Et au milieu, c'est un couple de cétoines grises en train de copuler. Ici, c'est une coccinelle noire à points rouges, asiatique. Encore une sauterelle, là c'est dans la serre. Elle est perchée sur le basilic, au calme. Non loin de là, j'ai observé un couple de lézards et également un petit crapaud. En bas du terrain, nous avons un bois et là, j'y ai vu un piquet-pêche en train de grimper à l'horizontale le long de l'arbre. Il s'est arrêté mettre 2 petits coups de bec. Malheureusement, ces oiseaux sont de plus en plus rares à observer. J'ai également pu observer quelques petits ravageurs, notamment une famille de ragondins ou de rats musqués, je ne sais pas, au bord du ruisseau. Le voisin m'a dit qu'il rendait visite à son potager de temps en temps, donc va falloir vraiment que je fasse attention à ça. Je pense le grillager. Ici, ce sont des larves de doryphores qui se sont bien attaquées aux pommes de terre. Je n'ai trouvé d'autre solution que de les ramasser à la main et de m'en débarrasser en les donnant aux canards. Bon, naïvement, j'ai cru que ça allait faire un bon festin pour les poules, mais pas du tout. En fait, ce sont les canards qui s'en sont chargés. Vraiment utiles, ces canards. Alors là, ils sont en kiff total. Et là, ils se font un festin d'escargots et de limaces. Les poules et les canards, je les fais sortir du poulailler le soir, on va dire 1 heure à une demi-heure avant le coucher du soleil. Je les laisse faire un petit tour dans le jardin. Ils vont venir manger toutes les limaces et les escargots dans le potager. Et puis dès qu'il fait nuit, ils rentrent tout seuls. Leur déjection apporte un bon engrais. Et puis je récupère l'eau de la mare aux canards pour arroser les plantes. C'est également un super engrais naturel, très bénéfique au potager. Au printemps, j'avais greffé 2 petits pommiers et je vous avais dit, je ne sais pas si ça a pris ou pas, j'avais pas assez de recul. Et bien voilà, magnifique, les 2 greffes ont bien pris. Ici, on voit le point de greffe, les tiges qui ont poussé au-dessus. Celle-ci, elle est en dessous, va falloir que je la coupe. Je coupe toutes les branches qui ont poussé en dessous du point de greffe. Je fais une coupe nette
Et ensuite, je viens avec mon petit couteau à greffe faire les finitions pour que ça soit bien propre. Ensuite, je prends du mastic à greffe et je vais venir badigeonner la plaie afin de la protéger et d'aider à la cicatrisation. Là, c'est le deuxième pommier que j'ai greffé et ça a également très bien pris. On voit bien que les bourgeons sont sortis et ça fait de belles tiges. Là, je vous montre un petit peu les dégâts qu'a causé la grêle. Ça nous a cassé 2 voitures. Là, ça commençait à tomber sur la terrasse. C'était des petits grêlons. Puis d'un coup, ça a commencé à grossir. On a carrément les tuiles qui sont tombées sur la terrasse. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!